Voilà, super. Et donc, chez Lax Energy, on a cette volonté de vous permettre d'échanger avec vos pairs et générer des débats, des discussions entre vous. Et c'est dans ce cadre qu'on est là aujourd'hui. Euh, Avec Thomas Tircio, le directeur général des Lax Energy, on a eu l'occasion dans ces derniers mois d'échanger avec beaucoup de directeurs généraux, directeurs de patrimoine, directeurs techniques sur la façon dont les DPE étaient abordés et les PSP priorisés. Et il y a plein de discussions très riches qui en ont émergé. Et dans ces discussions, on a eu notamment un échange très intéressant avec Monsieur Perronneau, qui est avec moi aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a eu envie de vous partager sa démarche, qui nous semblait assez originale et un petit peu bousculer les codes. Et voilà, donc c'est dans ce cadre-là que je l'accueille aujourd'hui. Je vous propose qu'on se lance tout de suite dans cette discussion. N'hésitez pas à utiliser le chat pour réagir et l'onglet questions également si vous en avez. Voilà. Et bah écoutez, Vincent, je vous laisse la parole. Je vais partager la présentation et couper mon propre micro. Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous présente la démarche de décarbonation de l'OPAC de l'Oise. J'espère que vous m'entendez bien. C'est venu parce que effectivement, nous avions trouvé une limite dans la démarche de la stratégie qui était basée uniquement sur les DPE. Si on peut passer à la slide suivante. Merci. Effectivement, nous avons constaté que 50% des DPE que nous recevions étaient à corriger. Donc, il y a 2 personnes à temps plein à l'OPAC de l'Oise qui font ça à longueur de journée. Et quand on engage autant d'argent dans les PSP, dans les plans stratégiques de patrimoine, 50% des DPE faux pour démarrer, plus une réglementation qui est extrêmement changeante, puisque je vous rappelle que la réglementation sur les DPE a connu 4 évolutions en 4 ans. La dernière, c'est sur les petites surfaces et elle date de juin 2024. Donc devant les enjeux d'investissement aussi énormes, si les données départ sont erronées, c'est quand même un petit peu gênant de se lancer collectivement. On parle de 2 milliards d'euros par an qui sont consacrés à la réhabilitation, qui devrait théoriquement passer à 4 milliards d'euros par an si on voulait être conforme à la trajectoire bas carbone annoncée par la France. C'est un petit peu gênant de partir sur des données fausses. Donc, on a essayé de trouver une méthode à l'OPAC de l'Oise pour partir sur des choses plus, tangibles. Et donc, nous avons récupéré ce que vous voyez à l'écran, à savoir, après une bonne année et demie de galère avec les énergéticiens, GRDF et Enedis en l'occurrence, nous avons récupéré les consommations réelles de nos bâtiments auprès des énergéticiens. Ça n'a pas été sans mal. Il fallait trouver les tableaux de correspondance, nettoyer les fichiers, etc., etc. Plus le fait qu'ils étaient sur d'autres projets, dont le projet Prioréno avec la Banque des Territoires. Mais il se trouve que on n'a pas trouvé, nous, dans Prioréno, des données qui étaient suffisamment fiables pour travailler avec. Et donc, vous le voyez, on a 2 colonnes qui sont bêtement les consommations immeuble par immeuble en électricité et en gaz, et le ratio au mètre carré qui, bien évidemment, doit nous alerter à partir du moment où ça dépasse les 200 kilowatts, grosso modo, au mètre carré par an. C'est ce que vous avez dans ce tableau. On a mis les pires immeubles de notre organisme. Et on s'est rapidement aperçu, vous pouvez passer à la slide suivante, on s'est rapidement aperçu que les consommations réelles étaient en assez grand décalage avec les étiquettes énergétiques, puisque vous pouvez constater qu'on a pas mal de bâtiments avec des consommations fortes et qui ont pourtant
des étiquettes plutôt sympathiques, du C, voire du D, et qui n'étaient donc pas prioritaires dans notre plan stratégique de patrimoine. L'analyse des consommations donc met en évidence que nous avions dans ces patrimoines relativement consommateurs 26% qui étaient en étiquette C et 41% en étiquette D. Donc, autrement dit, l'urgence sociale de nos locataires, c'est-à-dire des gens qui avaient des grosses factures d'énergie, ne correspondait pas à l'urgence réglementaire qui voulait qu'on s'attaque aux étiquettes G, puis F en 2028 et E en 2034. Ça nous a d'autant plus sauté au visage qu'on avait réhabilité des bâtiments et qui avaient des bonnes étiquettes et que pour autant on avait des réclamations, voire des pétitions sur certains bâtiments et on s'est aperçu qu'en fait l'étiquette qui est basée quand même essentiellement sur un calcul théorique ne prend pas en compte le fait que même si on a une menuiserie extérieure PVC double vitrage, si elle est posée dans les années 90 avec une pose en réhabilitation, elle peut être extrêmement fuyarde en 2024 et générer un inconfort assez surprenant, enfin pas surprenant en l'occurrence, mais assez établi pour le locataire. Et de ce fait, on a revu l'ensemble de notre PSP en intégrant finalement ces bâtiments à forte consommation réelle en énergie, en plus des obligations réglementaires, des étiquettes G et des étiquettes F que nous avons à traiter et qui étaient lancées en études ou en travaux dans notre patrimoine. Donc, l'autre réflexion que nous avions, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle réhabilitation ambitieuse chez nous, c'est l'ambitieux étant entre guillemets, représente environ 46 500 € par logement et globalement, ça fait gagner 250 kilowatts par mètre carré annuel en consommation sur les logements qui sont concernés. Mais si on réfléchit bien, avec cette somme, on peut changer 9 chaudières obsolètes. Alors là, j'enfonce des portes ouvertes, mais 9 chaudières obsolètes avec un gain d'environ 30% d'économie d'énergie par rapport à une chaudière justement basse consommation, on s'aperçoit rapidement qu'à coût équivalent, la deuxième méthode est beaucoup plus économe en énergie et en gaz à effet de serre et que ça va 2 fois plus vite à euro constant que la première méthode. Qui plus est, cette méthode, elle est socialement beaucoup plus acceptable car nous faisons bénéficier à 9 familles d'une économie ou en tout cas d'une moindre augmentation de charges de l'ordre de 30% sur les consommations de gaz, alors que dans l'autre cas, il y a une seule famille qui globalement va faire 50% d'économie sur sa facture. Et donc, les pistes prioritaires pour nous concernant le PSP, c'est les investissements qui ont une rentabilité en matière de carbone la plus efficace. Et à nos yeux, ce qui apparaît le plus efficace concernant le gain en carbone à l'euro investi, c'est d'abord et avant tout la VMC, qui coûte en général pas très cher et qui, en étant bien installée par des gens plutôt qualifiés, nous amène à avoir des pourcentages d'eau dans l'air inférieurs à 60% qui augmentent assez fortement le ressenti des locataires et le besoin de chauffer leur logement. Donc ça, c'est aussi enfoncer une porte ouverte, mais la VMC, ça doit être, à nos yeux, la première le premier des équipements auxquels il faut s'intéresser. Le deuxième, c'est effectivement ces menuiseries posées en rénovation entre les années 80 et 2000, qui aujourd'hui ont des châssis bois extrêmement fuyards et qui nécessitent pour nous de réintervenir en ce moment dans la rénovation.
Le troisième, et c'est là qu'on va rejoindre Elax, même si l'OPAC de l'Oise n'est pas client d'Elax à ce jour, c'est la production d'eau chaude sanitaire, qui devient un poste extrêmement important dans les charges des locataires. Et la quatrième, c'est évidemment la production du chauffage. Et quand on dit production du chauffage, si on veut décarboner totalement notre parc, il va falloir que, d'une façon ou d'une autre, on abandonne le gaz. Alors on a la chance ou la malchance en Picardie et dans le nord de la France d'avoir 75% de nos logements chauffés au gaz. Donc vous imaginez bien que changer tout ça est un investissement colossal, mais en dialoguant un petit peu avec les énergéticiens, on s'est aperçu assez rapidement qu'ils n'étaient pas en mesure à la fois de changer les réseaux et de les dimensionner de façon suffisante en imaginant que par un coup de baguette magique, on ait les budgets pour mettre des pompes à chaleur partout, je dis n'importe quoi, mais pourquoi pas. Ils n'avaient pas les réseaux électriques suffisants pour supporter toute cette puissance-là. Et en amont de ces réseaux, ils n'avaient pas nécessairement la production électrique en capacité de remplacer la production de chauffage gaz qui est actuellement dans le patrimoine de l'OPAC de l'Oise. Donc, à chaque réhabilitation, en fait, on interroge systématiquement ces énergéticiens pour savoir si le réseau va tenir. Et au global, on s'intéresse plus au changement de nos composants, à évidemment, j'en ai pas parlé là, mais l'isolation de nos bâtiments qui devient le deuxième enjeu majeur après les changements de composants, plutôt que de réfléchir à, dans un premier temps, changer le mode de chauffage qui nous apparaît beaucoup plus incertain et très soumis en fait aux capacités des énergéticiens et en particulier d'Enedis de venir renforcer son réseau et de venir produire suffisamment d'électricité. Et donc, comment on intègre ça dans une démarche PSP? Eh bien, on en vient à arbitrer, comme d'habitude, les priorités. Comme celles de l'ANRU ne peuvent pas être arbitrées puisqu'on les a signées, on décide de s'intéresser aux années post-ANRU, donc c'est 2026, 2027, 2028 et suivantes. Et on classe nos bâtiments en fonction des consommations, ce que vous avez vu comme tableau tout à l'heure, qu'on met en parallèle de la fragilité économique des ménages. Donc ça, la fragilité économique des ménages, on la connaît bien. Et on s'est donné comme critère, un critère relativement simple, c'est le montant d'APL par rapport au montant de loyer. Et donc, plus un bâtiment est énergivore et plus le montant d'APL sur le montant de loyer est élevé, ça traduit une fragilité économique des ménages assez évidente. Et par voie de conséquence, ça devient notre bâtiment prioritaire numéro 1 après nos programmes en rue. Évidemment, on maintient l'éradication des G, mais on n'en a plus qu'une centaine de logements en 2025 sur 30 000, donc c'est quand même pas grand-chose. Et les F en 2028, on en a un petit millier qui viennent se rajouter à l'ensemble de ce que je viens d'indiquer. Ce qui nous a amené quand même pour les années 2024 et 2025 à augmenter nos budgets à 40 millions d'euros de réhabilitation par an, alors qu'on tournait aux alentours de 20 millions les années précédentes. Les pistes pour nous, parce qu'on peut faire ça 2 ans et on pourra pas suivre ce rythme-là jusqu'en 2050, hélas. Les pistes pour nous, c'est vraiment le changement des composants qui peuvent dans notre patrimoine générer de l'inconfort, donc la VMC, les fenêtres, et puis prier pour que la loi climat et résilience soit changée et un peu de bon sens au sens technique du terme, c'est-à-dire reviennent aux consommations réelles et non pas à des approches par les DPE qui sont particulièrement à côté de la plaque. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, même si je ne vous entends toujours pas.
Ah voilà. Première question. Quelle est la différence en nombre de logements entre les DPE EFG et les consommations réelles? Ça, vous Ouais, avez le chiffre en tête? ouais, globalement, nous, on a 30 000 logements, donc par rapport aux priorités qu'on s'était données sur les EFG, on a découvert 1 millier de logements qui avaient des étiquettes énergétiques plus favorables, C et D, et qui rentraient dans des consommations à nos yeux, trop élevées, c'est-à-dire au-dessus de 200 kilowatts au mètre carré. D'accord. Oui, donc ça fait quand même, ça fait pas rien. Non, ça fait pas rien. Mais au global, on s'aperçoit que sur les consommations réelles, par rapport aux Mhm. étiquettes, en fait, on a 98% de notre patrimoine qui est en étiquette D ou inférieure. C'est-à-dire qui est en dessous de Ah 250 oui. kilowatts au mètre carré. Les D'accord. consommations réelles sont bien inférieures aux étiquettes. Voilà, en 2 mots. Ok. Et est-ce que vous avez les mêmes écarts DPE conso réel quand c'est du chauffage individuel? Ah oui, donc, il y a une différence. Vous voyez une différence entre chauffage individuel et Alors, chauffage collectif? le gros problème qu'on a sur le chauffage individuel, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est qu'on n'a pas les données. C'est-à-dire que nous avons les données sur tous les collectifs. Et pour des raisons de RGPD, les énergéticiens ne nous donnent pas accès aux consommations de chauffage individuel puisqu'ils considèrent que c'est du patrimoine inférieur à 10 et qu'ils ne peuvent pas nous donner directement auprès des logements. On a fait une campagne sur l'ensemble de nos 3000 logements individuels. Donc on commence à avoir des retours sur les consommations réelles présentées sur facture de nos locataires. Et on va poursuivre l'analyse Oui. comme ça, mais je ne peux pas aujourd'hui vous répondre spécifiquement sur l'individuel. D'accord, bah ça répond à la question de Monsieur Tronchet sur effectivement, est-ce que vous pouvez récupérer les consommations des bâtiments de moins de 10 logements? Pour le moment, non. Non. Les étiquettes DPE sont en énergie primaire et votre méthode est basée sur de l'énergie finale. Et ça explique une partie de l'écart. Oui, tout à fait. Oui, je pense que Monsieur Delhomme émet Oui, cette hypothèse. oui, oui, mais uniquement pour l'électricité. Or, en fait, on n'a pas beaucoup de logements chauffés à l'électrique. Donc, Hmm, l'essentiel quand même de notre problématique, elle est sur le gaz avec un rapport qui, lui, reste à 1 entre oui, l'énergie primaire et l'énergie et secondaire. l'énergie finale. Euh, en CO2 justement dans votre méthode, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé consommation et il y a un aspect effectivement aussi émission de CO2. Ça, vous l'intégrez dans votre choix de priorisation? Par définition, quand vous faites gagner 30%, voire 50% par une isolation et un changement de chaudière, vous faites baisser de 50% vos émissions de gaz à effet de serre. Donc, dans notre bilan, en fait, on tient compte de la baisse de la consommation du gaz, de CO2, qui est très significative. Une fois de plus, quand vous 9 logements plus performants sur la consommation en gaz, vous baissez plus vite que quand vous transformez un seul logement, même en y mettant pompe à chaleur, etc. Vous gagnez plus en CO2, Hmm, c'est contre-intuitif, mais c'est la réalité. d'accord. Une nouvelle question. À partir de quelles données les GRD ont-ils identifié les PDL et PCE des bâtiments concernés? Ouais, alors j'ai encore été coupé. Je crois que j'ai compris la. En fait, ben, c'est pour ça qu'on a mis 1 an et demi, hein. C'est-à-dire que on a réclamé aux énergéticiens l'ensemble de leurs relevés sur l'ensemble de leurs PDL, mis à croître ces PDL avec notre patrimoine, à bien se remettre d'accord sur tous les écarts qu'on a pu constater au bout d'un moment. Et au bout d'1 an et demi, alors ça n'a pas été 1 an et demi acharné, hein, parce qu'ils étaient une fois de plus pas extrêmement mobilisés au départ sur ces sujets-là. Mais au bout d'1 an et demi, on a bien réussi à remettre tous nos compteurs en face de nos patrimoines de façon extrêmement précise, et ça nous a donné les calculs et en tout cas la table de correspondance Hmm. informatique, leur base, qui a permis de faire les consolidations. Ouais, donc c'est quand même un gros boulot pendant longtemps. Oui, c'est ça.
plus tôt on s'y met, plus tôt on a des résultats. Exactement. Super. Bah écoutez, je crois que c'était la dernière question. Merci beaucoup, Vincent, pour votre présence De ici rien. et puis pour ce partage qui était, moi j'ai trouvé très Désolé pour intéressant malgré les problèmes techniques. les petits soucis techniques. Merci aussi à toutes et à tous pour votre participation. Vous recevrez le replay. Donc toutes les personnes qui ont abandonné auront la possibilité de réécouter cet échange. Voilà, merci encore et bah, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin d'année parce que je pense que ça se profile. Merci, au Bon revoir. après-midi. Au revoir.